Bienvenue dans les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. Nous avons fait appel à deux spécialistes de la question aujourd'hui pour justement analyser et nous restituer l'essentiel de cette loi de finances 2022. J'ai le plaisir d'accueillir au micro des Rencontres Cardif Amélie Husselin. Bonjour Amélie. Bonjour Gilbert, bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. Et Amélie, vous êtes accompagnée aujourd'hui par Thomas Boucheron. Bonjour Thomas. Bonjour Gilbert. Amélie, Thomas, c'est à vous. Bien, alors du coup, nous allons aborder maintenant ces mesures qui sont prévues dans les lois de finances pour 2022. Alors ces mesures, vous les retrouverez également dans notre flash, j'allais dire, habituel que nous vous diffusons tous les ans en début d'année et qui reprend et détaille l'ensemble des mesures qui sont contenues dans ces lois de finances. Ce que l'on peut en dire, c'est que globalement, ce ne sont pas des lois de finances qui comportent des mesures de fond, comme ça a pu être le cas précédemment avec la loi de finances pour 2018, la mise en place du PFU, de la réforme de l'IFI, etc. Mais plutôt tout un ensemble de mesures, et là, en faute, je dirais tout simplement un contexte préélectoral, mais également aussi une crise sanitaire qui est présente maintenant depuis quand même 2 années. Donc voilà, un ensemble d'une multiple petites mesures et au sein desquelles on va trouver quand même une mesure phare qui intéresse quand même le domaine patrimonial, plus particulièrement votre activité et donc la nôtre, qui va concerner les dirigeants d'entreprise et leur départ à la retraite, puisqu'on va avoir une mesure de souplesse de la part du législateur qui va tenir compte tout simplement de ce contexte sanitaire, entre guillemets une mesure Covid. Alors maintenant nous arrivons à un des points fondamentaux de cette loi de finances qui concerne donc le départ à la retraite des dirigeants de PME à l'IS. Donc, je vous rappelle que ce dispositif permet aux dirigeants partant à la retraite de bénéficier d'un abattement de 500 000 € sur le montant de la plus-value sous condition, et ce, quelle que soit la date d'acquisition des titres, avant ou après le 1er janvier 2018, et que le dirigeant ait opté pour le barème progressif ou pour le PFU. À noter cependant que cet abattement fixe de 500 000 € ne vient pas se cumuler avec les abattements pour durée de détention. Donc nous avons repris dans ce slide les conditions tenant à la société et les conditions tenant au cédant. Et je laisse la parole à Amélie pour qu'elle vous expose les modifications apportées par cette loi de finances. Alors la loi de finances pour 2022 comporte 2 mesures au regard du dispositif du dirigeant de PME qui part à la retraite. Premier point qui concerne la prorogation du dispositif. C'est un dispositif qui a déjà fait précédemment l'objet de prorogation. Celui-ci devait s'appliquer pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2022. Et bien de nouveau, la loi de finances pour 2022 proroge encore pour 2 années ce dispositif qui du coup s'appliquera pour les opérations qui seront réalisées jusqu'au 31 décembre 2024. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point qui va concerner cette fois-ci les conditions tenant au cédant. Et c'est là où on vient faire le lien avec la situation de la crise sanitaire, puisque c'est une mesure entre guillemets de souplesse de la part du législateur qui vise à soutenir ces dirigeants de PME lors de leur cessation d'activité. Je vous rappelle que le cédant doit faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années qui suivent au précès de la cession. Et donc, pour tenir compte de ce contexte économique qui est quand même particulièrement dur, il a été décidé de soutenir les dirigeants de PME qui auraient déjà fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. Sous réserve, et là est la condition de cette mesure, que ce départ à la retraite précède bien la cession. Là, l'objectif étant tout simplement pour le législateur de soutenir ces dirigeants de PME afin que ceux-ci n'aient pas à céder, j'allais dire, voire à brader ou vendre à la casse les titres de leur société, en tout cas à vendre à un prix inférieur à la réalité économique de celle-ci. Par conséquent, eh bien, le délai va être porté de 2 années à 3 années. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que dans le cadre de cette mesure, le législateur n'a pas apporté de précision au regard de la notion de cessation des fonctions, ce qui est quand même un point important. Alors de ce fait, on pourrait penser qu'il devrait être fait application des dispositions de droit commun. Néanmoins, ça appellera quand même un commentaire nécessaire de la part de l'administration fiscale. En l'espèce, ce que nous prévoit le droit commun, ce que vous pouvez retrouver dans la doctrine fiscale, dans le BOFIP dont on vous indiquait les références,
c'est que mon cédant, il doit cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années avant ou après la cession. Et ces 2 événements, départ à la retraite ou cessation des fonctions, peuvent intervenir indifféremment l'un l'autre avant la cession, mais il faut toutefois qu'il y ait un délai maximum de 48 mois entre le premier et le dernier de ces événements. Si on prend par exemple une cession qui est opérée en N, cession des titres de la société, eh bien mon cédant devrait de ce fait, pouvoir avoir cessé ses fonctions dans l'entreprise en N-2 et faire valoir ses droits à la retraite jusqu'en N+2. Ce qui conduit bien au total à un délai maximum de 48 mois entre le premier des événements et le dernier des événements. Ça, c'est ce que prévoit le droit commun. C'est l'impact, c'est la mécanique, l'esprit, je dirais, de ce droit. Donc, de ce fait, au regard de cette mesure qui est prévue dans la loi de finances, qui ne concerne, comme je vous le disais, que les dirigeants de PME qui auront fait valoir leur droit à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, et encore une fois, sous réserve que cet événement soit bien antérieur à la cession, eh bien, je n'aurai pas de sujet si la cessation des fonctions intervient dans ce même délai. Là, je suis dans l'hypothèse 1, où, toujours en année N, j'ai la cession des titres, et donc j'aurai mon cédant qui aura fait valoir ses droits à la retraite entre N-3 et l'année N. Ça, c'est la condition sine qua non de ce dispositif. Donc, si la cessation des fonctions intervient dans ce même délai, il n'y a pas de problématique puisque je suis bien dans la mesure. Par contre, que se passe-t-il, comme je vous le disais, si cette cessation des fonctions intervient après la cession? Et c'est là où on va avoir besoin des commentaires de l'administration, même si la doctrine, pour le moment, s'accorde à dire que normalement, on devrait faire application du même principe qu'en matière de droit commun. Donc là, comme on vous l'a remis sur l'écran, on va reprendre le même cas d'une cession en année N. Première condition du dispositif, il faut effectivement que le cédant ait fait valoir ses droits à la retraite dans les 3 années avant. Donc ça, c'est le pavé vert qui est le socle de base de cette mesure. Et après, on devrait pouvoir faire application de cette deuxième notion de cessation des fonctions dans un délai qui interviendrait dans maximum de 3 ans après la cession des titres, ce qui au global porterait à 72 mois, donc 6 années entre le premier des événements et le dernier de ces événements. Et là, on rejoindrait donc la philosophie de droit commun qui consisterait à tenir compte des opérations avant et après la cession dans un délai maximum, non plus de 2 ans, mais de 3 ans. Oui, donc effectivement, la loi de finances pour 2022 vient également modifier certains régimes d'exonération des plus-values professionnelles. Donc juste avant, un petit rappel sur les plus-values professionnelles. Donc, on distingue les plus-values court terme et les plus-values long terme, donc selon 2 critères. Le premier critère est la durée de détention des éléments au sein de l'entreprise. Donc soit moins de 2 ans, on a un plus-value court terme, plus de 2 ans, plus-value long terme, et également la nature de ces éléments, amortissables ou non amortissables. En ce qui concerne l'imposition de la plus-value, les plus-values court terme sont imposables au barème progressif de l'IR en BIC, BNC ou BA, et les plus-values long terme, elles, sont imposables au taux de 12,8%, anciennement 16%. Donc cette loi de finances est venue modifier donc 2 régimes d'exonération. Le premier régime est l'article 238 quindecies, donc qui s'applique aux cessions d'entreprises individuelles, également aux cessions de parts de sociétés de personnes à l'IR et également à la cession par une société à l'IS d'une branche complète d'activité. Donc cette exonération peut être totale lorsque la valeur des éléments transmis est inférieure à 300 000 euros, partielle lorsque cette valeur est comprise entre 300 et 500 000 euros, et on a également une exonération des prélèvements sociaux. Le deuxième régime qui est modifié par cette loi de finances concerne donc le régime d'exonération pour départ à la retraite, donc des entrepreneurs individuels ou des dirigeants de sociétés de personnes à l'IR. Une des caractéristiques de ce régime, c'est que le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise cédée et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la cession. Et donc c'est ce dispositif qui va être modifié. Mais la première modification apportée par la loi de finances, en fait, porte sur la location-gérance et est commune donc, aux 2 dispositifs que nous venons d'étudier. Donc, pour rappel, en fait, lorsque le chef d'entreprise utilise la location-gérance et qu'il souhaite transmettre son entreprise, il y a 2 conditions qui doivent être réunies. La première, c'est que l'activité soit exercée depuis au moins 5 ans au moment de la mise en location et que la transmission soit réalisée au profit du locataire. Or, compte tenu du contexte sanitaire et la difficulté pour certains entrepreneurs de vendre leur entreprise, le législateur a prévu d'élargir en fait
les acquéreurs en prévoyant que la cession pourrait être effectuée au profit de toute autre personne que le locataire gérant. Donc l'idée, c'est que on n'est plus obligé de céder au locataire gérant, mais on peut céder à un tiers pour pouvoir bénéficier donc de ces dispositifs d'exonération. Ensuite, l'article 238 quindecies a été modifié par la loi de finances. Le plafond est passé de 300 000 € à 500 000 € pour une exonération totale et une exonération partielle entre 500 et 1 million d'euros. Quant à la valeur des éléments transmis, on a une nouvelle définition donnée par la loi de finances qui laissera à penser qu'en fait, on inclurait dedans l'actif circulant tel les stocks et l'immobilier. Si cette définition était confirmée par l'administration fiscale, elle viendrait malgré tout atténuer l'intérêt du rehaussement de ces plafonds. Ces mesures rentrent en vigueur pour les sociétés à l'IR pour les plus-values réalisées en 2021 et pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2021 pour les entreprises à l'IS. Enfin, dernier régime modifié par la loi de finances, c'est l'article 151 septies A, donc qui concerne donc le départ à la retraite. Et là, comme on l'a vu précédemment pour le dispositif concernant les dirigeants de PME à l'IS, la loi de finances pour 2022 vient allonger le délai de d'un an, et donc le passe désormais à 3 ans, si le départ à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 précède la cession. Alors la question qui se pose, c'est également sur la cessation des fonctions, puisque les textes n'apportent aucune précision. Donc on pourrait penser que si l'administration fiscale le confirme, que lors du départ à la retraite, pendant la période donc comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, si ce départ à la retraite précède la cessation des fonctions pourra intervenir avant l'un ou l'autre de ces événements, sans que le délai entre le premier et le dernier de ces événements ne puisse excéder 3 ans. Donc pour y voir plus clair, on vous a mis quelques exemples. Donc première hypothèse, on a une cessation des fonctions qui intervient après la cession, mais là on voit bien que le départ à la retraite précède bien la cession et qu'entre le premier et le dernier événement, le délai maximal est de 3 ans. Autre hypothèse, cas où la cessation des fonctions intervient avant le départ à la retraite. Là encore, le départ à la retraite précède la cession et entre la cessation des fonctions et la cession, on a bien un délai maximal de 3 ans. Enfin, dernière hypothèse, la cessation des fonctions intervient entre le départ à la retraite et la cession. Et on voit bien qu'entre le premier et le dernier événement, on a également un délai de 3 ans. Donc si l'administration fiscale venait confirmer ces hypothèses, le chef d'entreprise pourrait être exonéré de plus-value. Enfin, on va terminer avec la loi de financement de la sécurité sociale, avec une mesure qui va concerner les travailleurs indépendants, plus spécifiquement le statut du conjoint collaborateur. Je vous rappelle pour mémoire que depuis 2005, le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale et qui exerce son activité professionnelle de manière régulière auprès du chef d'entreprise a le choix entre 3 statuts. Soit il est associé, soit il est salarié, soit il est conjoint collaborateur. Sachant que ce statut de conjoint collaborateur n'est ouvert, bien évidemment, qu'aux personnes qui sont mariées, mais également aux partenaires pacsés. La loi de finances pour la sécurité sociale pour 2022 vient réformer ce statut de conjoint collaborateur. Désormais, celui-ci sera limité à une durée de 5 années. Au-delà de 5 ans, ce conjoint, s'il souhaite continuer à exercer son activité professionnelle, devra choisir entre l'un des 2 autres statuts, donc soit salarié, soit associé, sachant qu'à défaut d'option, il sera considéré comme conjoint salarié. L'objectif ici du législateur était tout simplement d'une part d'acter ce caractère temporaire de statut de conjoint collaborateur, mais aussi d'éviter une certaine dépendance économique par rapport au chef d'entreprise en lui assurant un revenu. Et également aussi d'améliorer sa protection, notamment en matière de retraite. Ce principe, du coup, va s'appliquer avec une exception concernant les conjoints collaborateurs qui auront atteint l'âge de 67 ans au plus tard le 31 décembre 2031. Là, tout simplement, au moment des débats, il a été prévu qu'à ce jour, donc on prévoyait que les conjoints collaborateurs pouvaient ne pas opter en fin de compte pour l'un de ces 2 autres statuts, sous réserve qu'ils soient à moins de 10 années de la retraite. Et enfin, dernier point, qui concerne plutôt un alignement de texte, je dirais, puisque le statut du conjoint collaborateur va être étendu aux concubins, mais c'est un point, tout simplement, là on est plutôt sur une notion d'égalité des textes, puisque cette faculté était déjà ouverte précédemment aux concubins en domaine agricole, et ce, depuis 2006.
Donc voilà, un alignement des textes. Et ces mesures s'appliquent donc à compter de janvier 2022. Donc voilà pour ces principales mesures qui sont contenues dans les lois de finances. Et merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, à très bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro des Rendez-vous Experts. Alors si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, commentez-le et n'hésitez pas à nous faire part des sujets que vous aimeriez que nous abordions ensemble. Vous pouvez le réécouter sur les comptes Cardiff, YouTube, LinkedIn et Twitter et sur les plateformes Apple Podcasts, Spotify et Ocha.